plus on travaille sur un flux continu, plus on peut automatiser le processus. Quand on prend par exemple un processus de procure-to-pay, l'intérêt c'est effectivement d'aller dès le début mettre en place les demandes d'achat, partir des demandes d'achat pour aller jusqu'au règlement de la facture fournisseur. Dans le cadre de ce processus, au travers de tous les outils qui sont livrés, on peut automatiser complètement la comptabilisation dans l'outil. On verra tout à l'heure comment on peut les différents modes d'import et de traitement des factures fournisseurs. Le deuxième point, c'est la simplification. Donc, la solution étant basée sur des flux qui sont standardisés, ça permet de gérer de manière harmonisée et simplifiée tous les processus métiers. Le troisième point, ça va être l'adoption utilisateur. On va concevoir une nouvelle expérience utilisateur positive, appréciée par les utilisateurs grâce à une interface moderne. On travaille par exception, on a des tableaux de bord de reporting en temps réel, on a un outil collaboratif qui permet d'accélérer le processus de blocage ou les processus qu'on peut avoir au sein des flux comptables. Et puis, on a également des assistants digitaux qui permettent de simplifier les recherches et d'accéder directement à diverses tâches dans l'ERP. Alors tout ça pour que l'utilisateur s'approprie facilement la solution. Et puis, le dernier point, c'est la valorisation. On va permettre aux utilisateurs de travailler en autonomie, grâce à l'automatisation de toutes les tâches, et puis surtout par le fait qu'on embarque dans l'outil du reporting en temps réel via différents outils comme SBase ou comme de la BI qui est embarqué. Et ça permet aux utilisateurs de travailler sur des tâches de reporting et d'analyse plutôt que sur de la tâche de saisie. Donc, hop. Alors, les nouvelles technologies, pour ça, en fait, Oracle embarque des nouvelles technologies dans l'ERP. Donc, dans ces nouvelles technologies, on va retrouver le premier point, c'est la RPA et l'automatisation. Donc, sur la robotisation de process, la RPA, on n'a pas de robot intégré dans la solution en tant que tel, au sens UiPath ou Redwood, qui sont des robots qui vont effectuer les tâches à la place des utilisateurs. Le concept dans cette ERP, c'est plutôt d'aller automatiser au maximum toutes les tâches comptables. On a des processus qui vont déclencher en automatique des tâches de clôture. On va pouvoir importer n'importe quelle pièce via interface ou via des feuilles connectées. On a des algorithmes de contrôle de conformité de la donnée financière, donc de la donnée comptable, qui tournent en automatique et qui sont livrés en standard dans la solution. Le deuxième point, c'est l'intelligence artificielle. Notamment sur la comptabilité fournisseur, on va livrer des algorithmes qui permettent de faire des propositions, d'être proactifs pour la comptabilité. Donc, sur la partie fournisseur, aujourd'hui essentiellement, on a par exemple des propositions de paiement par anticipation avec des calculs de gains financiers qu'on pourrait avoir au travers des escomptes. Tout ça, donc le système intègre des points de données externes, on charge de la donnée externe dans l'ERP et les algorithmes travaillent et font les propositions comptables. Un autre point qui est livré dans la solution, c'est le machine learning. Alors, du machine learning, on va en avoir sur notre nouvelle génération, on en a sur la nouvelle génération d'outils de dématérialisation de factures qui a été livré depuis la 20A. Donc, le système reconnaît la facture, lit la facture, charge la facture dans l'ERP, la comptabilise et en fait, dès qu'il y a des exceptions et que le comptable va corriger l'exception, l'outil va apprendre des corrections qui ont été faites par les comptables. Un autre point en termes d'innovation, c'est les assistants digitaux. Donc, on livre des conversations pré-packagées sur des flux standards de l'ERP. Ces conversations pré-packagées peuvent être entièrement personnalisées. Donc, soit on les prend telles quelles, on les laisse telles quelles sur des flux standards, mais on peut les personnaliser au contexte de l'entreprise et des process internes. Et ça permet de changer l'interface utilisateur au quotidien. Pour ce qui est de l'IoT et de la blockchain, ce sont des thèmes qui sont plutôt orientés sur la supply chain. Et donc, ces thèmes seront abordés lors du prochain webcast supply chain qui aura lieu prochainement.
Donc, toute cette innovation permet des nouvelles expériences pour des nouvelles expériences utilisateurs. Ça permet d'être beaucoup plus efficient au quotidien sur ces tâches de comptabilité. Et puis aussi, ça permet de faire des smart stratégies, de définir des stratégies intelligentes via l'intelligence artificielle qu'on embarque dans la solution. On va pouvoir prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Et puis tout ça sur aussi d'autres piliers qui sont, donc il y a l'innovation, mais il y a aussi un point important, c'est la standardisation et l'harmonisation des processus, et puis aussi également le fait qu'on est toujours en conformité avec la législation fiscale et comptable, mais aussi en conformité par rapport aux risques qu'on peut avoir au sein d'une entreprise, au sein d'une direction financière d'une entreprise. Donc, alors, en termes d'innovation continue, j'ai parlé des assistants digitaux. Donc, effectivement, on a des conversations pré-packagées qui sont livrées sur la finance. Donc, c'est ce qu'on voit là. C'est complètement transverse à tous les outils qui sont des outils SaaS en mode cloud d'Oracle. Mais effectivement, sur la finance, on y viendra tout à l'heure, ces conversations peuvent être enrichies, modifiées, ou on peut construire, grâce aux outils, des conversations en partant de zéro. Donc, on va faire déjà un petit sondage. Donc, Émilie va lancer le premier sondage. Donc, est-ce que vous pensez que l'utilisation d'assistants digitaux pour la finance est pertinent aujourd'hui? Voilà. Donc, on va vous laisser le temps de répondre. Donc, vous êtes 39 personnes connectées. Alors, c'est juste des petites statistiques pour nous, pour avoir votre vision des choses et votre ressenti, en fait. Oui, un point aussi, ne levez pas la main. Je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main, qui utilisent la fonctionnalité, puisque en fait, on voit la main apparaître sur l'écran. Donc, mais pour le coup, on ne peut pas vous répondre parce qu'on l'a bloqué, cette fonctionnalité. Donc voilà, donc vous voyez les résultats en direct. Donc, il y a 85% des personnes qui ont voté, hein, qui pensent qu'effectivement, ça peut être pertinent pour la finance. Donc, on va continuer notre démo. Donc, en termes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, effectivement, on va retrouver de l'intelligence artificielle sur la partie finance, sur la facture, sur les frais, et puis sur les sélections des fournisseurs dans les processus aussi de RFP, enfin de sourcing, qui sont embarqués dans le Procure-to-Pay. Donc, sur ce point-là, le concept, c'est qu'on a ouvert des points d'entrée pour importer des données de sources externes. Le système a des algorithmes pour faire des analyses et il va faire des priorisations et du coup des recommandations basées sur les algorithmes et sur ce qu'il a pu détecter. Donc, c'est de cette manière que du coup, on va pouvoir faire des propositions. Alors, un exemple, c'est ce qu'on appelle, nous, Intelligent Payments, c'est les Early Payment Discounts. Donc, en fait, le système va faire des recommandations pour optimiser les escomptes fournisseurs en se basant sur des données de sources externes. Et puis, il va analyser les gains potentiels. Donc, vous voyez ici, il y a au moment de générer des campagnes de règlement, il vous dit, voilà, ce fournisseur, il faudrait, si tu le payes par anticipation, tu peux avoir tant de pourcents de gains sur la partie fournisseur, sur la partie financière en termes d'escompte. Donc, c'est une des fonctionnalités qui est arrivée récemment et qui, du coup, nécessite d'embarquer des informations aussi sur la santé financière des fournisseurs. Donc, ça peut être des informations que vous allez importer via Dun & Bradstreet ou d'autres partenaires. Donc, les points d'entrée étant standards dans le RP. On a vu qu'on avait une couverture complète sur la partie financière, enfin du moins au service de la finance. On a eu ça lors du dernier webcast. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la partie financial, donc la partie, tout ce qui est partie comptabilité générale, comptabilité fournisseur, comptabilité des IMO, donc le bundle financial. Et puis, on va également parler de risk management parce que en fait, cette partie-là permet de déclencher en automatique des algorithmes de contrôle pour détecter
éviter des fraudes, des risques d'erreurs, des erreurs de saisie que vous pourriez avoir dans l'ERP. Et puis, on terminera par un petit focus rapide sur Joint Venture Management, qui est le dernier service cloud qui a été livré dans la dernière version en release 20B, donc sur le deuxième trimestre 2020. Donc, pour nous, cette partie Oracle Financial couvre, si on regarde les processus, voilà, on couvre la comptabilité, les opérations comptables courantes, qui sont donc de la comptabilité client, du recouvrement client avec un module qui permet de travailler en automatique à partir de campagnes qui ont été mises en place, des relances pour les factures impayées, de la comptabilité fournisseur avec une dématérialisation de factures, la gestion de trésorerie, la gestion des immobilisations, et puis du contrôle budgétaire qu'on peut mettre en place, et puis surtout un reporting basé sur du comparatif entre le budget et le réalisé, de la comptabilité générale bien sûr, et tout ça embarquant un module de reporting, enfin des fonctionnalités de reporting en temps réel, que ce soit de la BI sur la partie transactionnelle ou du requêtage multidimensionnel via un QBase base qui va travailler sur toutes les données analytiques. Un point aussi important, c'est que de manière complètement transverse pour les briques de l'ERP, il y a ce module Risk Management qui permet de monitorer, d'auditer et de documenter tous les risques et tous les contrôles qui sont faits dans l'outil en automatique ou en manuel si vous souhaitez faire certains contrôles, les lister et demander qu'ils soient faits régulièrement par vos comptables. Donc, on viendra sur cette brique à la fin. Voilà. Donc, un des points essentiels sur cette partie ERP, c'est quand même ces axes d'analyse, puisque c'est la brique, ce sont les fondations d'ERP Cloud, des axes d'analyse qui représentent une clé comptable flexible, qui peut être de 30 segments maximum, avec donc des comptes comptables, des comptes interco qui permettent d'automatiser les intercos au sein de la solution, et puis tous les axes analytiques dont vous avez besoin. Ça va être la base du reporting multidimensionnel dans l'ERP. Donc, dès le début du projet, il est quand même très important de savoir quels axes analytiques vous avez besoin pour faire du reporting de comptabilité générale, sachant que tout le reporting de comptabilité auxiliaire est fait via un outil de BI. Il n'a pas forcément besoin de travailler sur cette clé comptable flexible. On peut requêter de différentes manières dans l'ERP. Donc, important aussi, tous ces axes de la clé comptable flexible comportent des hiérarchies qui sont des hiérarchies qui sont historisées, qui sont à date et sur lesquelles on peut baser tout notre reporting. Le cube, donc basé en partant de ces axes analytiques, on va pouvoir construire du reporting multidimensionnel, temps réel sur la donnée. Donc, quand on parlait de valorisation, de travail en toute autonomie, le comptable à n'importe quel moment, via ce cube multidimensionnel et via différentes interfaces, va pouvoir aller faire de l'analyse de ces données dans sa comptabilité, sans avoir à demander à l'IT de faire des requêtes. Alors, il y a différentes manières. Il y a les requêtes qu'on peut faire de manière complètement, de manière multidimensionnelle dans un écran en ligne dans l'ERP, mais on peut utiliser les feuilles SmartView, donc ce sont des feuilles Excel connectées qui permettent, donc c'est un add-on qui est livré avec l'ERP et qui vous permet de requêter de manière sécurisée, de construire vos requêtes dans Excel et d'aller faire du drill down vers votre transactionnel. Un autre outil de reporting, c'est l'outil de reporting transactionnel. Donc, on va pouvoir, avec la BI, aller travailler sur toutes les données auxiliaires, sur toutes les données transactionnelles de l'ERP pour déterminer, faire des KPI qui vont être le point de départ de la navigation via des infolettes dans l'ERP, ou alors pour aller construire des dashboards, donc des tableaux de bord qui vont vous permettre de monitorer un certain nombre de données. On top de cette analytique qui est embarquée en temps réel, on peut aller mettre de l'analytics cloud pour faire du data viz,
pour faire une visualisation un peu plus avancée de la donnée. Donc, c'est une solution qui est aussi intégrée, mais qui fait partie d'une offre PaaS plutôt. Et on a donc la capacité d'aller travailler sur les états qui sont livrés en standard via l'outil BI Publisher. Donc, vous pouvez personnaliser tous vos outils standards, tous vos états standards, donc les états légaux qui sont livrés, et vous allez pouvoir derrière aller travailler sur des reportings financiers, construire des comptes de résultats, des bilans, des comptes de gestion et les mettre à disposition dans un reporting financier, dans un centre de reporting financier pour les comptables, de manière à ce qu'ils puissent aller analyser leurs propres données. Donc, on va faire tout d'abord un petit sondage. Donc, Émilie va lancer le sondage sur les outils de reporting. Donc, en fait, on souhaiterait tout simplement savoir si des outils de reporting en temps réel sont pour vous indispensables pour votre direction financière ou pour les directions financières des sociétés dans lesquelles vous travaillez. Donc voilà, donc à 94%, effectivement, vous considérez que du reporting en temps réel a vraiment de la valeur et est vraiment important pour travailler au quotidien dans le ERP. Donc on va aller faire une petite démo de ce reporting financier. Donc là, vous voyez, c'est sur l'écran, c'est plutôt cette partie-là, c'est la partie DataVis qu'on peut mettre et brancher complètement sur la solution BI. Donc je vais aller dans mon environnement de démo. Bien sûr. Voilà, voilà, c'est mieux, comme ça fonctionne. Donc, sur cette page d'accueil, c'est une page d'accueil qui est complètement personnalisable pour tous les utilisateurs. Donc, l'idée, c'est d'aller derrière, on va pouvoir aller travailler sur son reporting financier. Hop. Donc, on va tout de suite aller sur la partie S-Base en premier, qui est la partie de reporting analytique qu'on peut effectuer au travers du cube multidimensionnel. Donc, on a un centre de reporting financier qui nous permet d'aller déposer un certain nombre de reports d'états que vous allez construire. Donc là, on est sur un état, un compte de résultats sur 12 mois glissants, donc une analyse par société. Donc, dans cette analyse, alors on va attendre qu'elle s'ouvre. Voilà. Donc, on va pouvoir jouer sur toutes les dimensions. Donc, on peut aller changer la période, changer l'axe société. On peut aller travailler sur un cost center bien spécifique. Donc, tout ça, ce sont les axes analytiques de la clé comptable flexible, plus les axes indispensables pour S-Base qui sont la période, la devise, donc qui ne font pas partie de la clé, mais qui sont des axes de requête. Donc, on peut aller travailler sur un livre. On pourrait très bien avoir ici un livre consolidé et en dessous avoir un certain nombre de sociétés et pouvoir, au travers de cet invite, avoir un compte de résultats qui s'affiche société par société. L'idée, c'est de travailler, donc on a parlé d'hiérarchie, donc vous voyez, on a un certain nombre de hiérarchies qui sont disponibles. Donc, on a les hiérarchies sur les comptes comptables. Donc, et donc là, on a les montants. Donc, ce qui est important au niveau de
de cet état, c'est qu'à n'importe quel moment, on va pouvoir faire de l'analyse et aller au niveau le plus fin. Donc, si je veux analyser, par exemple, mes dépenses de fourniture de bureau, je vais aller directement dans le RP. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait travailler sur des analyses multidimensionnelles, soit sur une interface qui va être une interface HTML, donc l'interface écran en ligne, soit sur, donc il travaille, soit sur des feuilles Excel qui vont vous permettre de travailler la donnée aussi en multidimensionnel. Donc là, on retrouve l'analyse, le montant qu'on avait tout à l'heure dans notre tableau de bord et on va pouvoir aller faire une analyse. Et par exemple, si je veux voir la répartition par centre de coût, il me suffit de tirer le centre de coût et d'aller regarder donc la répartition de ces montants, centre de coût par centre de coût. Et je peux très bien descendre à la transaction par un simple clic. Donc, si je veux aller analyser une donnée, j'ouvre cette donnée et là, je vais aller sur la donnée de la période et je vais descendre comme ça dans le RP et je vois que c'est une facture d'achat et je vais pouvoir aller consulter la facture d'achat qui correspond à ce montant pour ce cost center. Donc, c'est toujours ce système de… donc là, je suis sur la synthèse. Je peux aller voir les écritures comptables, mais je peux aussi ouvrir directement la facture dans son statut de la manière dont elle a été comptabilisée. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler et d'aller toujours pouvoir analyser cette donnée de manière complètement multidimensionnelle. Lorsqu'on était donc là sur tout à l'heure je vous ai parlé d'une interface qu'on peut avoir qui serait de l'analyse Excel. Donc je peux très bien exporter ou construire ce rapport via Excel, donc grâce à l'add-on SmartView qui est téléchargé sur cette feuille Excel. Donc je vais donc j'ai ma feuille qui s'ouvre. Ah. Je vais fermer mon mail. Alors, on va devoir remettre. Donc, c'est une feuille qui est complètement sécurisée. Donc, l'utilisateur n'accède qu'aux données en lien avec son rôle dans l'entreprise. Voilà. Et donc, ma feuille Excel s'ouvre, mais hop, ma feuille Excel s'ouvre avec mes point of view, mes axes d'analyse que je vais pouvoir modifier et je peux travailler ma donnée directement dans Excel. Et un point important quand même, c'est que tout à l'heure, vous avez vu, on a été drillé sur une donnée financière pour le mois de décembre. Ben, je peux faire exactement les mêmes choses via Excel, c'est-à-dire que je vais aller rechercher mon compte voilà, 635 580 qui fait partie de ma hiérarchie 631 000. Et puis, je peux faire par simple double-clic, je peux aller directement dans l'instance pour aller faire de l'analyse et aller jusqu'à la transaction. Donc, qu'on soit dans Excel ou qu'on soit sur une interface utilisateur en ligne dans l'ERP, on a exactement les mêmes fonctionnalités qui nous permettent d'aller faire du requêtage dans l'ERP et aller jusqu'au transactionnel. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le cœur S-base de la solution qui permet de travailler sur les axes d'analyse. Maintenant, si on veut regarder un peu en termes de KPI ce qu'on a dans le RP, donc on a parlé de BI, donc on a de la BI, alors on va la rafraîchir, comme j'étais sortie… Voilà. On a de la BI qui est des indicateurs qui sont là, qui sont complètement personnalisables, qui sont en temps réel. On peut rajouter un certain nombre d'indicateurs en fonction d'une liste qui est prédéfinie, mais on peut aussi aller pointer sur des tableaux de bord
qu'on a été préparé dans notre outil de BI. Donc là, dans mes indicateurs, je vois que j'ai de l'analyse de marge. Je peux travailler sur mon analyse de marge, je peux travailler sur des indicateurs sur mes risques d'assurance par produit. Et là, j'ai un lien vers du détail qui me permet d'aller voir directement le détail de mes données. Ça, c'est une manière de fonctionner. Une des manières, donc, c'est de mettre vos KPI sur votre tableau de bord pour les suivre en temps réel au quotidien. Mais vous avez un outil qui permet d'aller construire vos tableaux de bord et d'aller travailler sur vos tableaux de bord directement. Donc, c'est dans mes tools, Report and Analytics. Donc, on a la possibilité d'aller construire des requêtes et des tableaux de bord un peu plus complexes grâce à cet outil qui est embarqué dans la solution. Et donc, on a un certain nombre de tableaux de bord qui sont livrés et puis d'autres que vous pouvez personnaliser et construire. Vous pouvez aller mettre vos tableaux de bord en favoris. Et ici, typiquement, j'ai mis une analyse sur la partie demande d'achat, le processus procure-to-pay, demande d'achat, commande, facture. Donc, je vais aller sélectionner les données pour mon entité légale, pour mon livre US, pour ma business unit, on va prendre la US1 et puis on va regarder sur la partie décembre 2019, voilà, les données qu'on a sur cette partie de demande d'achat. Donc, on a un certain nombre de données statistiques qui sont mises en avant. Donc, tout ça a été construit par l'utilisateur et il permet d'aller regarder les dépenses par demande d'achat, donc les catégories de dépenses par demande d'achat, les fournisseurs qui sont les plus utilisés, les tendances sur les types d'achats sur les 12 derniers mois ou alors sur les montants sur les 12 derniers mois. Donc voilà, tout ça peut être construit de manière complètement autonome sur les données de l'ERP par les utilisateurs. De la même manière, on a un certain nombre d'informations qui vont apparaître sur la partie commande. Et on va pouvoir construire de la même manière, analyser les données sur les commandes. Donc, on va aller faire un apply, voilà. Donc, le système se met à jour et va requêter dans la base et mettre à jour toutes les commandes, toute l'analyse des commandes en temps réel. Donc, avec les dépenses par catégorie de PO, les dépenses les catégories de dépenses par ligne, toujours le top des suppliers, le top les fournisseurs avec lesquels on travaille le plus. Et puis les tendances, encore une fois, on peut aller regarder toutes ces tendances par rapport aux PO qu'on a, aux commandes qu'on a dans l'ERP. Donc voilà pour la partie BI. Donc ça, c'est complètement embarqué dans la solution. Il n'y a pas du tout de projet de mise en œuvre. Le système de BI transactionnel travaille à partir des champs de l'ERP, tous les champs standards de l'ERP. Et vous pouvez rajouter dans ces champs tous les champs utilisateurs flexibles que vous allez créer sur les écrans. Donc on laisse la possibilité sur les écrans de l'ERP de créer des champs additionnels. Et ces champs additionnels peuvent être requêtables en BI. Donc, on va revenir à la page d'accueil. Pardon. Voilà. Donc, on va revenir maintenant sur la comptabilité fournisseur. Et donc, sur le processus, donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on travaillait sur des processus de bout en bout. Donc, on travaille sur un processus métier de la facture fournisseur jusqu'au paiement. Et c'est un flux qui est complètement standard qui permet d'aller gérer toute la comptabilité fournisseur. Donc, sur ce processus de traitement de bout en bout, on intègre, on propose
d'intégrer les factures de différentes manières. Donc, la particularité, c'est d'intégrer un outil de dématérialisation dans la solution. Cet outil de dématérialisation, il va importer les données, importer les factures, reconnaître les factures et dès qu'il y a une erreur, les mettre sur le pupitre. Enfin, dès qu'il y a un champ qui est manquant, le mettre sur le pupitre pour travailler par exception afin que le comptable aille corriger cette facture. Et puis, on a les imports en masse, on a les imports via des feuilles Excel connectées, et puis, bien sûr, la saisie manuelle des factures. Donc, un petit sondage avant de passer à la démo. Donc, est-ce que vous pensez qu'avoir un outil de dématérialisation nativement intégré à l'ERP présente un intérêt majeur aujourd'hui dans la solution? Ok, donc voilà, Émilie a partagé le sondage. Donc à 84%, vous pensez qu'effectivement, c'est vraiment un avantage d'avoir un outil qui est intégré à la solution. Donc effectivement, il n'y a pas du coup à faire d'interface sur les référentiels puisqu'ils partagent les mêmes référentiels que le RP. Donc on va aller illustrer dans la solution cette notion de travail par exception, d'interface utilisateur qui est différente. Donc, sur la comptabilité fournisseur, donc, on va pouvoir travailler aussi, on va pouvoir interroger la compta fournisseur via le digital assistant. Donc, effectivement, on va pouvoir aller lui poser des questions. Donc, je voudrais sur ma partie fournisseur, donc voilà, qu'il me donne mes KPI fournisseurs. Donc, il va me donner. Here are your payables KPIs. DP/outstanding, 30. Invoices/hold, 965. Invoices/approval, 61. Donc voilà, donc le système me donne les factures qui sont en attente de paiement, il y en a 30, les factures bloquées 965 et les factures qui sont en attente d'approbation, 61 factures en attente d'approbation. Donc je pourrais très bien lui dire, dis-moi quelles sont les factures qui sont en hold. Donc, here are your top 5 invoices on hold. Delling. 1,916,000. Il va du coup aller dans la base rechercher les 5 factures les plus importantes qui sont en blocage pour qu'on puisse aller travailler dessus de manière efficace et rapide. Donc, on a parlé de tableau de bord et de travail par exception. Donc, ce travail par exception, en fait, si on va sur la comptabilité fournisseur, j'ai mon tableau de bord de ma comptabilité fournisseur. Donc, ce tableau de bord, il va me permettre d'aller voir les factures qui ont été rejetées en termes d'approbation, les factures qui sont en attente de mon approbation, donc tout ce qui est en attente, en fait, en attente de traitement. Donc, avec là, j'ai 200 factures qui sont bloquées pour des différences entre des blocages système ou des blocages parce qu'il y a des différences entre les commandes et les factures. Ça, c'est un premier point, c'est d'aller travailler déjà sur une overview globale. Après, si je fais un focus plus sur la partie comptabilité fournisseur, gestion des factures, je vais aller sur mon tableau de bord de mes factures, qui va les ouvrir. Et là, je vais avoir tous les traitements de factures en cours. Donc, je vois que j'ai 27 factures qui ont été numérisées pour lesquelles elles sont incomplètes parce qu'il manque des informations. Donc, j'ai soit des factures aussi qui sont arrivées sur le tableau de bord parce elles ont un numéro qui existait déjà dans le système. J'ai les factures récentes qui ont été saisies dans le RP. Tous mes blocages, donc les blocages pour validation parce qu'il y a des factures sur lesquelles il y a des écarts entre le montant de ligne comptable, les imputations comptables et le montant total de la facture, parce qu'il y a des écarts avec ma commande, ou alors d'autres blocages qui seraient des blocages qui sont des blocages plutôt système.
Après, de la même manière, je retrouve ici mes factures donc là, j'ai une facture dans les approbations. J'ai rien du tout en attente. J'en ai une seule qui a été rejetée par un directeur donc je peux aller voir pourquoi il a rejeté la facture en termes d'approbation. Et puis ensuite, j'ai cet indicateur qui va me donner toutes mes informations concernant les acomptes qui ont été payés mais qui n'ont pas été encore rapprochés des factures. On a parlé, donc on a dans le pupitre tous les menus, donc ce menu qui permet d'aller créer des factures de différentes manières, donc avec des feuilles connectées, créer des factures répétitives aussi, on peut automatiser la création des factures récurrentes. Et puis, on a la possibilité d'aller, donc on va aller faire le rapprochement entre les factures d'immobilisation qui ont été saisies et les créer automatiquement en immobilisation, et on peut aller travailler sur la gestion des périodes comptables directement à partir du module AP. On peut faire des recherches rapides sur des numéros de facture, des fournisseurs, et puis un point très important, c'est qu'on peut à tout moment exporter via Excel le résultat de la requête. Donc, on peut construire son tableau de bord à l'écran en allant supprimer, ajouter des colonnes. Donc là, je pourrais très bien dire j'enlève la business unit et puis je vais exporter ce tableau tel quel dans Excel pour le retravailler. Ou alors, je peux aller sur le résultat de ma requête, faire un filtre. Par exemple, là, je veux que les factures JGA. Donc ça, le système me ramène uniquement les factures JGA et je peux les envoyer, exporter ce résultat vers Excel. Je vais pouvoir aller créer mes propres requêtes à la volée ou utiliser des requêtes qui ont été partagées au sein de l'équipe par d'autres personnes. Donc là, on a un certain nombre de requêtes de BI qui sont disponibles. Et puis, moi, je peux aller créer mes propres analyses. Donc là, j'ai ma propre analyse que j'ai créée qui me permet d'analyser mes fournisseurs et d'aller voir fournisseur par fournisseur. Voilà, hop, je vais l'ouvrir. Donc, ça permet de pouvoir, lorsqu'on fait des requêtes régulièrement, de pouvoir les préparer et d'aller requêter sur de la donnée. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir tous mes comptes fournisseurs, le montant de factures qu'on a échangé avec ce fournisseur année par année, et puis encore, et le solde des factures qui sont impayées. Donc là, si je prends ce fournisseur, Just Supply, j'ai travaillé avec lui qu'en 2019, et puis j'ai 20 000 de factures fournisseurs qui sont impayées. Et si je prends par exemple Amazon, ben là, je vois que j'ai travaillé en 2017, 2018, 2019, entité légale par entité légale, je peux regarder, et puis je vois le montant qui reste à payer pour ce fournisseur. Donc ça, c'est typiquement le type d'analyse qu'on peut faire. La création se fait tout simplement à partir de ce dashboard. Donc c'est une interface un peu simplifiée pour aller créer des rapports BI. On va aller chercher le domaine. Donc là, si je prends donc les montants, je peux croiser des domaines. Je peux, pour des fournisseurs qui seraient à la fois fournisseurs et clients, je pourrais aussi ramener dans les domaines, le domaine de la comptabilité client. Et là, j'ai tous les champs standards qui me sont proposés. Donc, je vais pouvoir aller prendre effectivement le fournisseur. Donc, hop. Et je construis juste par simple clic. Je sélectionne, voilà, je fais un double clic, je sélectionne et je mets mes données, mes colonnes. Je sélectionne toutes mes colonnes de cette manière-là. Donc, c'est très rapide à faire. Donc là, par exemple, tout à l'heure, j'avais pris le montant total, le montant impayé par fournisseur, l'année. Donc, je vais prendre la fiscal year. Continue, voilà. Et donc, j'ai un graphique qui m'aide, qui me guide, j'ai un petit didacticiel qui me guide et qui me permet d'aller construire ma requête, visualiser ma requête
voir si c'est effectivement ce que je souhaite voir, ce que j'attends comme résultat. Et puis, je peux revenir en arrière, ajouter des colonnes et travailler de manière très itérative sur ma construction de requête. Donc, c'est hyper simple. C'est vraiment l'interface très basique pour aller créer des requêtes. Et on a cette possibilité sur la comptabilité fournisseur, sur la comptabilité client, les IMO, sur n'importe quel domaine de la comptabilité. Donc, voilà. Et puis, donc le système me montre ce que ça donne. Si je veux rajouter des champs, je retourne en arrière, j'en rajoute ou j'en annule. Et je peux sauvegarder à la fin ma requête. Donc, on va... hop. Donc, si on revient, donc ça c'était pour la BI. Un autre point aussi dont je souhaitais vous parler, c'est la partie Oracle Social Network, donc l'outil collaboratif qui permet de communiquer au travers des transactions comptables. Donc là, j'ai des factures qui sont bloquées pour validation. Là, j'ai des écarts entre ma facture. Donc voilà, j'ai cette facture qui a une quantité facturée supérieure à la quantité commandée. Donc, si je l'ouvre, je vais pouvoir, voilà, je vois mes factures, donc j'ai des écarts et vu qu'elle est bloquée, je vais pouvoir communiquer au travers d'Oracle Social Network, soit avec mon fournisseur directement, s'il a Oracle Supplier Portal, soit avec d'autres personnes de la société. Donc là, je vais aller contacter le responsable des litiges, Marc Grandet, je vais l'inviter à se joindre, voilà, à se joindre à la conversation et puis merci de contrôler au plus vite. Voilà. Et je le poste et je peux effectivement aller le flaguer en lui disant c'est important, il faut que tu répondes de manière très urgente. Donc, il va pouvoir recevoir une notification par mail ou une notification via son smartphone, via OSN sur son smartphone ou directement sur son pupitre de RP. Ce qui est important, c'est que tous les échanges qu'on va faire au travers d'Oracle Social Network sont stockés sur les transactions. À n'importe quel moment, lorsqu'on ira ouvrir cette facture, consulter cette facture, on pourra consulter tout l'historique des conversations, tout l'historique des échanges qui ont pu être faits. Si on communique avec le fournisseur, à ce moment-là, tout est stocké aussi. Les réponses du fournisseur seront stockées sur cet outil. Voilà pour la comptabilité fournisseur. Maintenant, si on passe à la comptabilité des immobilisations, donc de la même manière, donc l'acquisition se fait de manière automatique via le module de comptabilité fournisseur. Les fiches d'immobilisation arrivent sur le pupitre et le comptable va aller les remplir, les enrichir des informations que vous aurez jugées indispensables et définies comme indispensables dans l'outil. Et ensuite, eh bien, les amortissements vont se générer. Une des particularités de cet outil d'immobilisation, c'est qu'il intègre la capacité d'aller gérer les contrats de location à la norme IFRS 16. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a en standard dans l'outil. À partir du moment où vous avez défini un livre primaire, un livre secondaire, vous allez pouvoir directement gérer vos contrats de location et les recalculer comme si c'était une immobilisation pour votre reporting IFRS. Et le système crée toutes les pièces comptables dans le livre IFRS, dans votre livre qui est un livre qui sera potentiellement un livre secondaire. Donc, c'est la grande particularité de ce module d'immobilisation. Ensuite, la comptabilité client fonctionne de la même manière que la comptabilité fournisseur, c'est-à-dire qu'on peut importer les clients nativement d'un module de project, de gestion de projet, d'order management pour la partie supply chain, ou alors de tout autre outil tiers qu'on aurait que le client aurait. Donc, si vous avez des outils de facturation métier qui ne sont pas des outils Oracle ERP Cloud, alors on a des points d'entrée standards qui permettent d'importer les données. On a un interpréteur comptable, Accounting Hub, qui permet
de mettre ces transactions au format comptable selon les règles qui sont définies dans le RP et qui permet également de les enrichir de données analytiques complémentaires pour pouvoir faire du requêtage via la BI. Donc, tout ce module, cette partie comptabilité client, donc comme Payables fonctionne par exception avec des dashboards, on va pouvoir y gérer la gestion des encaissements clients, mais également faire tout le reporting BI via l'outil Oracle Transactional, Oracle OTBI. Sur la gestion de trésorerie, donc on embarque un cube multidimensionnel et de la BI qui permettent d'aller travailler sur donc faire tout d'abord les rapprochements bancaires, mais surtout d'aller travailler d'aller mettre en temps réel les positions de change et travailler sur les prévisions aussi de trésorerie, les positions de trésorerie et les prévisions de trésorerie. Donc, voilà, un pupitre qui permet d'aller voir toutes les transactions, donc au niveau des rapprochements bancaires qui n'ont pas été encore rapprochés, et puis également d'aller voir les liquidités, donc le statut, les positions de trésorerie, et d'aller avoir le forecast, les prévisions de trésorerie à 5 jours. Sur la comptabilité générale, donc module qui est plus destiné à aller travailler sur les tâches de clôture, donc les tâches d'inventaire comptable. Donc on va avoir un pupitre qui permet de centraliser la partie pilotage de clôture, entité par entité. On va aller lancer des traitements dans ce module qui sont des traitements qui vont permettre d'aller lancer les réévaluations en fonction des différences de taux de change. On va gérer en automatique les flux interco, donc générer des écritures et des factures interco de manière complètement automatique et réciproque et faire le rapprochement. Et le justificatif. On peut aller faire de la réallocation de charges automatiques grâce au moteur de réallocation qui est basé sur le cube multidimensionnel et sur les axes analytiques. On peut aller, effectivement, je l'ai dit, piloter la clôture, converser autour de la clôture et puis sortir, une fois que tout est clôturé, sortir les analyses de compte et publier le reporting en temps réel sur le pupitre qu'on a vu tout à l'heure où il y avait le compte de résultat et la balance et le bilan. Donc, j'avais prévu de faire une petite démo sur le pupitre de reporting. Je pense que je vais la passer parce que je ne vais pas avoir le temps sur le pupitre de clôture. Par contre, on va aller sur la gestion du risque et de la conformité. Donc, cette partie, c'est la partie risque management qu'on embarque dans la solution. Donc, cette partie permet vraiment de gérer le risque et la conformité et permet de les documenter dans le but d'obtenir éventuellement une certification Sarbanes-Oxley. Donc, c'est 3 briques. Donc, la première brique, c'est rationaliser la conformité, c'est-à-dire aller pouvoir documenter tout et lister tous les risques qu'on a au sein de l'entreprise. Deuxièmement, on va pouvoir aller auditer l'activité des utilisateurs et auditer les données comptables. Et le troisième point, c'est le contrôle des accès utilisateurs, donc pour bien mettre en avant qu'on a une séparation des tâches. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un module qui peut être utile dès l'implémentation de l'ERP, dès le début, pour concevoir et optimiser les rôles des utilisateurs et les contrôles internes qu'on va pouvoir mettre en place. Pour la certification d'accès et la gestion de sécurité, il est également important. Il permet d'analyser les privilèges d'accès et les transactions par utilisateur, et puis d'avoir vraiment un contrôle qui est plus strict et plus documenté. Donc, la première partie dont on a parlé, c'est le tableau de bord qui permet d'aller lister les risques. Donc, ce tableau de bord, il permet, grâce à un workflow, d'aller affecter des tâches vers des comptables, des tâches de contrôle pour remplir des enquêtes, des évaluations, charger des justificatifs. Ce tableau de bord, il permet de piloter effectivement toutes les analyses de risque qu'on va pouvoir faire. Et il permet aussi d'aller déclencher en automatique des audits. Donc, soit les audits sont faits manuellement par les comptables, ou alors ils peuvent être faits en automatique via les algorithmes qu'on livre. Donc, il y a des audits sur la configuration. Donc, on va pouvoir documenter le fait qu'il n'y a pas eu de changement de paramétrage ou de modification de paramétrage sur les données de base, ou n'a pas été changé des données de base.
Donc, vraiment en termes de sécurité. Et il y a un audit des transactions. Donc, les algorithmes vont aller détecter toute transaction suspecte à l'aide de contrôles automatisés. Donc, c'est des algorithmes, on livre une bibliothèque sur les dépenses, sur les charges, qui vont aller contrôler qu'une facture ne revient pas de manière récurrente et qu'elle n'est pas toujours saisie par la même personne à intervalles réguliers, qu'une facture n'est pas à 80% identique à une facture qui a déjà été saisie le mois passé ou dans les 18 derniers mois. Donc, c'est ce type d'algorithmes qui sont livrés et qui sont complètement personnalisables. Donc, ils sont livrés, ils sont personnalisables par l'utilisateur de manière à pouvoir aller contrôler ces données et s'assurer de la fiabilité des données comptables. Et puis sur les rôles, donc là, la partie contrôle d'accès, donc on a une analyse détaillée de la sécurité des utilisateurs. Donc on a la définition des rôles. On va pouvoir définir les rôles, les documenter, les optimiser en fonction des besoins et de la sécurité. On va pouvoir justifier effectivement de la séparation des données, de la séparation des tâches, donc de la segregation of duty au niveau des rôles. Et on va pouvoir certifier des accès sensibles. Donc on va certifier que certains collaborateurs ou certains rôles n'ont pas accès à des données sensibles dans l'ERP. Donc, c'est cette brique qui, dès le départ de l'implémentation, peut être très importante pour bien faire une séparation des tâches, pour bien définir les rôles et pour le documenter au niveau du projet. Donc, un petit sondage. Donc, sur le risque et la conformité, est-ce que vous avez déjà mis en place un outil de gestion des risques dans votre ERP ou est-ce que vous avez pour projet de le mettre en place ? Voilà, donc non à 64%. Donc effectivement, c'est pas encore. C'est des modules qui commencent à être mis en place dans l'ERP. Voilà, nous, c'est quelque chose qui est complètement intégré, qui suit le modèle de données, qui ne peut pas se vendre en standalone, qui travaille exclusivement sur ERP Cloud, sur toutes les briques, hein, que ce soit la finance, la gestion de projet ou la supply chain. Mais voilà, mais c'est quand même un sujet, on se rend compte que de plus en plus, nos clients nous demandent d'avoir ces audits et nous demandent d'avoir toute la documentation par rapport aux risques et à la fraude qu'on pourrait avoir au sein de la finance. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'algorithmes. L'idée, c'est d'aller directement dans la solution pour, on va sortir du système pour vous montrer comment se présente un algorithme de contrôle de données. Alors, il n'aime pas. Voilà. Donc, je vais me reconnecter avec les droits utilisateurs, avec la personne qui est en charge du contrôle. Hop. Des risques, voilà. Donc, cette personne, Philippe, a accès à la gestion des risques et il a dans son pupitre donc un certain nombre de données hein, concernant des résultats d'audit, des contrôles, les contrôles de données. Donc, ce qui est important, c'est que ce module de risk management, le tableau de bord avec les workflows d'approbation et avec tous les résultats d'audit, on a des clients, on reviendra tout à l'heure, mais comme Orange, ils donnent la main directement à leur auditeur à ce module sur lequel ils chargent l'intégralité des audits de leur compte et des audits de risque. Donc, lorsqu'on a sur la partie Advanced Control, donc ça, c'est le moteur qui va gérer tous les contrôles avancés et tous les algorithmes qui vont travailler sur les transactions et sur les données comptables. Donc là, j'ai un algorithme qui permet d'aller identifier toutes les factures dans les 18 derniers mois où le supplier est le même, enfin le fournisseur est le même, la date de facture est le même, mais
avec un numéro de facture qui à 70-80% est identique, mais qui pour autant des factures qui auraient le même montant. Donc cet algorithme se présente de cette manière. C'est un modèle logique qui va aller prendre les factures dans les 18 derniers mois, et qui va prendre tout ce qui n'est pas annulé, qui va prendre tous les fournisseurs qui ont le même nom, toutes les factures qui ont le même montant, la même date, mais avec un numéro de facture similaire à 70%. Cet algorithme, c'est l'algorithme standard tel qu'il est livré par Oracle. On a une bibliothèque avec plus de 100 algorithmes qui sont livrés et tout ça est complètement personnalisable. Donc, il suffit d'ouvrir un champ et d'aller modifier avec les mots-clés qui sont livrés dans le système. Donc, on va prendre, là, on pourrait aller prendre 6 mois, 18 mois. Donc, on a la main via des menus déroulants pour aller choisir des mots-clés et pour aller modifier modifier l'algorithme pour qu'il colle aux besoins de la société, de l'entreprise. Et du coup, si on retourne sur la liste des factures, donc là, on voit que le système, il a détecté 218 factures qui sont dans ce cas-là, et on peut aller ouvrir, je pense que, voilà, et on peut aller ouvrir cette liste de factures. Voilà. Et le système nous fait apparaître toutes les factures qui sont dans ce cas-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un workflow, une fois que cet algorithme a tourné, il y a un workflow qui va assigner ces factures à des personnes pour qu'elles aillent contrôler qu'il n'y a pas du tout qu'il n'y a pas de doublon, ou pour modifier si c'était un doublon pour annuler la facture. Tout ça est pisté, est audité et documenté dans le RP. Dès lors que c'est assigné à une personne, elle va remplir un questionnaire, elle va remplir le sondage et elle va aller documenter toutes les analyses qu'elle a pu aller faire pour justifier si la facture est en doublon ou pas. Donc voilà, donc ça, ce sont le système d'algorithmes qui travaillent pour aller auditer toutes les données dans la comptabilité. Et donc, si on revient à notre présentation sur la partie joint venture, donc Oracle a livré en 20, dans sa version 20B, donc la version 20B, c'est B pour le deuxième trimestre, 20 pour l'année. Donc, c'est la version qui a été livrée au deuxième trimestre 2020. Donc, on a livré un nouveau service qui est joint venture. Cette nouvelle offre va permettre de traiter tous les flux de joint venture pour tous les secteurs d'activité. Dans sa première version, Oracle a décidé de la commercialiser uniquement dans le secteur oil and gas parce que c'est un secteur qui présente la plus grande complexité en termes de gestion de ses partenariats. Du coup, et une fois que ce sera validé, enfin qu'on aura plusieurs références, on généralisera cette offre et on pourra la généraliser pour toutes les industries. Donc, ce module permet de fiabiliser les flux dans le cadre de partenariats d'entreprise. Notamment, il va permettre de réduire la clôture financière, les délais de clôture financière grâce à une facturation automatisée des entreprises partenaires. Il va permettre d'améliorer les flux de trésorerie parce qu'il y a une facturation automatique et précise qui va être faite et auditable en fonction des partenariats, des pourcentages de partenariats. Il va minimiser les coûts de résolution de litiges grâce à la piste d'audit et au reporting qui est embarqué dans la solution. Donc, et il y a un audit qui permettra de vérifier qu'il y a bien une conformité des contrats. Et puis surtout, on va pouvoir travailler aussi de manière rétroactive. S'il y a des ajustements qui sont faits sur des factures de manière rétroactive, eh bien, toute la répartition sera faite de manière rétroactive sur les différents partenaires. Donc, lorsqu'on prend cette brique, aujourd'hui, on a effectivement dans sa première version, c'est juste cette première partie qui sera livrée, hein, la partie génération de factures en automatique et reporting financier arrive dans la prochaine release. Sur la partie finance, donc l'idée c'est d'aller collecter des coûts qui vont venir soit via des factures fournisseurs, des factures clients, ou du project costing. Tout ça arrive via les modules auxiliaires et c'est traduit en écriture comptable, dans des écritures dans la comptabilité générale.
Donc, on va dans le module collecter les dépenses engagées, les recettes reçues, les gestions de trésorerie, définir des règles de répartition en fonction des différents partenaires et réallouer ces coûts, calculer la réallocation par partenaire de chaque transaction et avoir une auditabilité complète. Ensuite, il y aura un calcul des quotités à répartir et des factures qui seront effectuées, donc une facturation complète, et puis les flux de trésorerie, et on aura derrière toute la partie reporting qui sera livrée. Donc, tout sera fait de manière complètement automatique à partir du moment où on aura configuré toutes les règles de pourcentage de propriété et qu'on aura mis en place tous les contrats de partenariat au sein de l'ERP. Donc, tout est documenté dans Joint Venture et derrière, l'outil calcule, réalloue les coûts et split les données financières. Voilà. Donc, on va terminer sur le retour d'expérience client. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de 6500 clients dans tous les secteurs industriels, donc une présence dans les banques, dans les assurances, en professional services, pas mal de références dans le retail, dans les transports aussi également, et puis sur les médias et la com. Mais on a mis un lien QR code vers la vidéo de témoignage Oracle parce que un des premiers clients d'Oracle ERP Cloud de toute la brique Financial, mais pas que du coup, puisque on utilise aussi la partie HCM et CRM en interne, mais Oracle utilise sa propre solution cloud pour son département finance. Donc cette vidéo, vous aurez tout le témoignage et la manière dont ça a été mis en place et les modules qu'on utilise au sein d'Oracle. Orange, on a souvent parlé, alors c'est un de nos premiers clients, grands clients en France. Pour Oracle ERP Cloud, ils ont mis en place toute la suite procurement, finance, et une fois que leur projet finance et achat a été mis en place, ils ont mis en place la partie risk management pour auditer, contrôler, documenter tous les risques financiers au sein de l'ERP. Donc, de la même manière, il y a un QR code pour aller vers la vidéo qui est en ligne, la vidéo de témoignage. Donc, voilà. Et un peu en retard, je viens de terminer, donc j'en ai fini pour la session. Et on va du coup passer aux questions-réponses, aux questions s'il y en a. Oui, il y en a. Il y en a. Quelle différence vous donnez entre l'intelligence artificielle et le machine learning? Pour moi, le machine learning fait partie de l'intelligence artificielle, en fait. Moi, je le scinde en deux parce que je pense qu'au sein de l'ERP, l'intelligence artificielle, elle va travailler sur de la donnée de source externe pour apporter des stratégies, pour proposer des choses, pour proposer des actions. Donc pour moi, ça, c'est plus l'intelligence artificielle où on se base sur des données. Et puis le machine learning, c'est plutôt le fait, alors c'est aussi de l'intelligence, mais c'est le fait d'apprendre des corrections, d'apprendre de ce qu'on va pouvoir faire dans l'ERP. Pour le recouvrement client, c'est toujours collection ou y a-t-il du recouvrement dans le module client? C'est toujours collection, c'est Advanced Collection qui est un module donc un peu différent de ce qu'on pouvait avoir dans e-business suite. Le concept est le même, sauf qu'il embarque du reporting et il est effectivement il est livré dans le bundle finance maintenant. Donc, il est intégré à la solution. Peut-on importer des factures d'autres systèmes amont dans l'outil de dématérialisation des factures fournisseurs? Pour moi, on peut importer n'importe quelle facture dans l'outil de dématérialisation puisqu'on poste les factures. Les factures sont postées sur notre Web Center Content, sur l'outil de gestion de documents, de gestion documentaire dans le cloud, et elles sont ramassées, les factures, pour être lues et reconnues par l'OCR. Donc, on les importe directement dans l'OCR, donc via n'importe quelle source.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si je n'ai pas bien répondu à cette question, n'hésitez pas à la repréciser plus bas. Dans la dématérialisation de factures fournisseurs, est-il possible de gérer différents types de flux papier, EDI, saisi par le fournisseur sur la plateforme? Oui, oui. Donc, on peut effectivement gérer la dématérialisation. Alors, faire de l'import EDI de facture, c'est une des possibilités qui est livrée dans le RP, qui est standard. On peut aller utiliser la plateforme fournisseur. On a Supplier Portal, qui est une plateforme fournisseur où le fournisseur peut aller directement poster ses factures. Et après, les factures passent dans un workflow et elles sont importées dans la solution et elles peuvent passer. Alors, soit elles sont pré-saisies parce que le fournisseur a rempli un certain nombre de champs, soit on peut choisir après de les faire passer dans l'outil de démat. Et puis, bien sûr, la version papier reste la version papier. Si pour des factures en version papier, vous pouvez très bien les numériser vous-même et les envoyer vers l'OCR ou les saisir manuellement. Il y a toujours la possibilité de saisir manuellement les factures. Sur le stockage des échanges sur chaque transaction, est-on limité en espace? Non, il n'y a pas de limitation en termes d'espace sur les stockages de conversations OSN. Y a-t-il de l'archivage de données? On garde toutes les données en ligne. Donc, oui. Et Oracle Cloud est-il capable aujourd'hui de s'interfacer avec d'autres technologies IoT et d'intelligence artificielle? Bien, vous pouvez le faire, mais je pense que… Alors, sur l'IoT, il faudra voir sur le module de supply chain. Il faudra poser la question à Lionel Albert qui animera cette session. Et sur l'intelligence artificielle, on peut aller travailler, mais il faudra extraire la donnée de RP Cloud pour aller la mettre dans un outil d'intelligence artificielle derrière. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je pense que je vais redonner la main, si vous n'avez pas d'autres questions, à Émilie, qui, pour terminer, on avait décidé ensemble de faire un dernier petit sondage. C'est de savoir quel sujet vous souhaiteriez voir approfondir lors des prochains webcasts, sachant qu'il y a déjà un certain nombre de webcasts qui sont prévus, mais au cas où on ait oublié des sujets, voilà, on vous propose une liste de sujets, donc vous pouvez répondre aux sujets qui vous intéressent. Ça vote encore et vous pouvez voter évidemment pour plusieurs sujets, si plusieurs sujets vous intéressent. Ok. Donc, le pilotage de la clôture, donc ça tombe bien, il est prévu prochainement, donc avec le module Financial Close. Donc, c'est un sujet qui sera abordé, je pense, tout début juin de mémoire. Voilà, début juin. Et puis, planning et budgeting, c'est la semaine prochaine. Donc, exactement. Voilà, donc, on va y venir. Et puis, risque management, effectivement, on pourra faire un focus sur le sujet. L'accélération du traitement des factures fournisseurs, notamment avec la loi LME qui est sortie, on va essayer d'organiser un webcast ou quelque chose quand on sortira du confinement pour traiter de ce sujet. Voilà, gestion des abonnements, Subscription Cloud, c'est un sujet aussi qui est prévu. Qui est prévu le 4 mai, je crois. Le 7 mai. Ok, voilà. Donc, on va… voilà, le prochain rendez-vous… Donc, voilà, Émilie, donc le prochain rendez-vous, jeudi prochain à 11h, tous les jeudis à 11h. On a choisi de faire ça sur le même jour et la même heure à chaque fois. Donc, le sujet la semaine prochaine, ce sera donc le planning de la planification stratégique à l'élaboration des prévisions avec un autre expert, puisque cette fois, on passera la parole à Christophe Mestre. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a le petit flash code là. Vous pouvez flasher et vous inscrire à ce podcast la semaine prochaine. Et puis, dans tous les cas, vous recevrez des invitations de vos contacts Oracle. Et si ce n'est pas le cas, je me tiens à votre disposition, emily.cocagne@oracle.com pour vous transmettre les informations ou pour vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été encore une fois si nombreux à nous suivre. Et puis, la semaine prochaine, merci beaucoup Nathalie.
Merci, bonne journée à tous. Et bonne journée à tous. Au Prenez revoir. soin de vous. Au revoir.